Alors, bonjour à tous. Merci de vous être connectés dans le cadre de ce webinaire sur l'agroécologie. Je vais commencer par introduire en présentant très rapidement le co-farming pour ceux qui ne connaissent pas, et puis je laisserai ensuite la main à Sébastien qui va animer cette heure d'échange. Le co-farming, c'est une association qui a été créée il y a 10 ans. C'est un réseau d'entrepreneurs qui porte des solutions durables pour les agriculteurs. Vous allez voir une partie de ces entrepreneurs en intervenant juste après. L'idée, c'est d'avoir une forte présence sur le terrain. Donc, on fait 3 à 4 événements en région par an, régions différentes, thématiques différentes. L'agroécologie et le numérique est une de nos thématiques cette année. Et on porte cette thématique dans le cadre de la subvention Occitanum, reliée à l'Occitanie, soutenue par la Banque des Territoires. L'idée étant vraiment de venir en soutien sur de la diffusion et du partage de connaissances sur la thématique agroécologie et numérique. Euh, Parce que c'est dans l'ADN du co-farming de vraiment vouloir porter les innovations pour répondre aux besoins réels des fermes et pouvoir les ancrer sur les fermes, d'où notre proximité terrain. L'écosystème du co-farming, c'est une trentaine d'adhérents et une quarantaine de partenaires fédérés tout au long de l'année, ce qui nous fait environ 80 structures fédérées par an. C'est un joli écosystème agricole, apolitique, asyndical, qui permet d'avoir des discussions et des synergies intéressantes. Donc notre objectif, c'est vraiment de fédérer ce collectif d'adhérents et de partenaires, de traiter de différents sujets. Donc aujourd'hui, c'est l'agroécologie, mais on traite d'autres thématiques comme l'agritourisme, la diversification de filières, des focus sur la diversification de filières grâce à des secteurs à haute valeur ajoutée comme la cosmétique, et bien d'autres l'année prochaine. Suivez-nous sur LinkedIn d'ailleurs pour avoir toutes les news. On fait aussi beaucoup de salons agricoles sur lesquels on traite de ces thématiques avec nos partenaires. Donc plusieurs actions du co-farming tout au long de l'année, des rencontres territoriales physiques, des immersions au sein des fermes, des webinaires experts comme celui-ci, et une animation interne des adhérents dans le cadre donc d'Occitanum pour ce webinaire, qui est, comme je disais, un dispositif porté par l'INRAE, dans lequel on s'inscrit et on essaye de collaborer notamment avec la Chambre d'agriculture Occitanie. Occitanum, ils ont aujourd'hui 7 Open Labs dispersés tout autour de la région Occitanie sur différentes filières agricoles. Donc il y en a qui sont dédiées à l'élevage, d'autres au maraîchage, etc. Je vous invite à aller voir sur leur site ce qu'ils font et à suivre leur actualité. Là, donc on a déjà eu un webinaire expert qu'on répertorie nous sur une petite page juste après ce webinaire-là. Je vous renverrai donc le replay et la synthèse de ce webinaire, mais celui le précédent également. Et on en a deux autres qui seront 20 octobre et 5 novembre. Et avant ça, le 29 septembre, on se retrouve tous à côté de Toulouse. Le lieu sera confirmé bientôt, le 29 septembre, pour une journée physique sur la thématique. Je crois qu'après, il y a une petite slide sur les règles du webinaire, mais là, je vous apprends rien. On fait attention au micro, on remet sa caméra quand on parle. Vous avez donc un petit Q et questions-réponses en bas. Vous pouvez poser vos questions. Sébastien les prendra soit en cours de route, soit à la fin, il y aura un temps dédié. Euh, et surtout, poser des questions, c'est important. Et puis, comme je vous le disais, le lien du webinaire vous sera envoyé juste après. Et je laisse la main à Sébastien. N'hésitez pas, vous aurez nos contacts avec Hélène. On est deux à plein temps à gérer l'asso. Vous aurez les contacts à la fin de la présentation. N'hésitez pas à nous contacter si vous avez plus de questions sur le co-farming. Merci beaucoup, Margot. Écoutez, enchanté, très heureux d'animer ce deuxième webinaire. Donc, moi, je suis cofondateur de Symbiose Ag, dont on aura l'occasion de reparler. Mais d'abord, la question du jour, elle porte sur le conseil agricole à l'ère du numérique. Quels nouveaux outils, quel nouveau rôle pour le conseiller? Pour y répondre, on a fait appel à 5 intervenants qui travaillent sur ces questions au quotidien. Tout d'abord, Kevin, qui est également cofondateur de Symbiose et qui va nous remettre en contexte l'évolution attendue du métier de conseiller pour répondre aux enjeux de l'agroécologie et comment les outils numériques peuvent l'aider au quotidien. Ensuite, on va rentrer dans des exemples concrets et des retours terrain, avec d'abord Lucille, qui est conseillère indépendante, Colline, qui est cofondatrice de Telia, et puis Étienne, qui est cofondateur de Milpa. Et enfin, nous allons donc parler adoption des outils numériques par les agriculteurs et les conseillers, avec Serge, qui est de la Chambre d'agriculture d'Aveyron.
Donc, je laisserai chacun se présenter plus en détail. Sans transition, je vais te donner la parole, Kevin. Je vais démarrer avec toi avec une première question. En quoi l'agroécologie impacte-t-elle le métier de conseiller? Yes, bonjour à tous, enchanté. En effet, mon rôle, c'est un peu de mettre un peu de contexte et de point de vue général, on va dire, de définir un peu un objectif commun partagé. Euh, L'idée étant, si on se rend compte, c'est que l'agriculture, et je pense que toutes les personnes qui sont inscrites aujourd'hui en ont bien conscience, c'est que l'agriculture tourne un peu à l'envers, on pense d'un modèle agricole qui subit de nombreuses pressions, on va dire, qu'elles soient d'ordre environnemental, d'ordre géopolitique, économique, etc. Et elle doit du coup s'adapter au nouveau contexte de notre époque. Donc on passe d'une agriculture qui se voulait industrielle, qui avait des principes de productivité, voilà, d'augmentation de la productivité et donc du coup de spécialisation, de mondialisation, etc. Et une agriculture que moi j'ai plutôt nommée agriculture régénératrice. Certains parlent d'agroécologie. Du coup, je vais lier les deux. Pour l'agriculture régénératrice, c'est le mode de production qui a pour vocation, on va dire, qui a pour principe de régénérer l'environnement naturel et humain de la ferme. Donc derrière, il y a des principes de robustesse, d'autonomie, etc., de l'exploitation agricole. Là où l'agroécologie, je le vois plutôt comme une science du vivant, on va dire, qui va être à la croisée de l'agronomie, de la chimie, de la biologie et même des fois de la sociologie, dont le but justement, c'est d'avoir une production agricole qui va s'appuyer sur les externalités de l'environnement, on va dire, pour réussir à réduire notamment l'usage des intrants, etc. Euh, et donc finalement, nous, le but, je pense qu'on a tous ici, quand on travaille dans le monde agricole, c'est comment finalement ce qu'on arrive à rendre cette agriculture régénératrice, enfin la rendre aussi conventionnelle, en définir un nouveau standard dans le monde agricole. Et notamment pour ça, si l'agriculture industrielle est devenue cette agriculture conventionnelle, une convention partagée même mondialement, c'est parce que notamment toutes les chaînes de valeur autour des exploitations agricoles se sont transformées, se sont adaptées à cette agriculture-ci. Ça va du coup de l'achat, du conseil et de la vente, donc toute cette filière autour des exploitations agricoles. Et donc finalement, notre enjeu, nous, aujourd'hui, si on veut réussir à déployer largement cette agriculture régénératrice, qui est aujourd'hui que faiblement adoptée, on commence à quelques agriculteurs évidemment qui commencent à mettre en place certaines pratiques ça et là, on va dire. Mais si on veut réussir à déployer massivement cette agriculture régénératrice, cette agroécologie, que d'autres nomment comme ça, il va falloir du coup réussir à adapter toute cette chaîne de valeur autour des fermes et notamment du coup ce qui nous intéresse ici aujourd'hui, c'est le conseil agricole. Euh, En l'occurrence, il y a justement des freins cette transformation du coup, ce passage d'un modèle du coup d'agriculture industrielle à un modèle d'agroécologie, d'agriculture régénératrice, sur chaque maillon, on va dire justement de cette chaîne de valeur. D'abord, la première sur le maillon, on va dire essentiel, qui est sur la ferme, hein. Donc, pareil, je vais passer de pas, enfin pas en parler trop longuement parce que c'est pas le sujet aujourd'hui, mais comme ça donne un petit peu de mise en contexte général. Évidemment, il y a un sujet de financement. Comment est-ce qu'on vient financer cette transition au sein des fermes, du coup, c'est des nouvelles pratiques, des nouveaux outils, etc. Il y a un sujet d'expertise, c'est une agriculture qui demande plus d'expertise parce que c'est quelque chose qui est beaucoup plus euh, localisé, beaucoup plus adapté, du coup, au contexte de chaque exploitation, etc. Et enfin, du coup, euh, une agriculture qui demande du coup des charges administratives beaucoup plus importantes, puisque du coup, vu qu'il y a plus de données à collecter, à reporter, etc. Et donc finalement, ça, c'est des freins. Les agriculteurs, on le sait déjà, travaillent déjà beaucoup. Ils n'aiment pas être derrière le bureau. Et donc finalement, rajouter en plus une surcouche administrative pour pouvoir répondre à ces enjeux-là, c'est toujours assez compliqué pour eux. Du coup, les organisations, nous, c'est aussi ce qu'on fait du côté de Symbiose. On travaille avec différentes typologies d'organisations, que ce soit des banques, des coopératives, etc. On constate aussi là des patterns communs, des freins communs. D'abord, c'est justement l'accès à la donnée, savoir pour pouvoir définir et s'assurer que l'agriculture est bien régénératrice, il faut collecter l'information, savoir où en est l'agriculteur et comment est-ce que finalement il vient justement régénérer ses pratiques et son environnement. Donc, il faut la donner. Donc, du coup, ils n'ont pas accès à ces données-là. Mettre en place des outils pour pouvoir accéder à ces données, pouvoir former ses conseillers, etc. Ça coûte cher et du coup, ça prend une grosse partie des moyens qu'on a pour pouvoir soutenir cette transition vers l'agriculture régénératrice. Et le dernier sujet, évidemment, c'est que bah, chaque exploitation, enfin chaque organisation, pardon, n'a pas la capacité économique à venir à elle seule financer cette transition, avec la nécessité finalement à se lier aux autres partenaires autour des fermes pour pouvoir venir soutenir et rendre efficace cette transition avec ses agriculteurs partenaires. Et le dernier axe, c'est évidemment celui qui nous intéresse là aujourd'hui, c'est celui des conseils agricoles. Euh, Cette agriculture régénératrice, elle, elle invoque, on va dire, elle pose comme question le sujet de la complexité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est une agriculture qui s'intéresse plus seulement à la culture, mais qui va
en fait embrasser la complexité de la ferme, qui va du coup du sol jusqu'à la plante au paysage et même du coup généralement autour de tout le système d'exploitation agricole. C'est une exploitation qui est beaucoup plus technique, beaucoup plus scientifique finalement. Et donc du coup, il faut réussir à gérer cette technicité sur tous les champs qui touchent cette agronomie, cette production. Et puis le dernier sujet, et c'est notamment un des gros sujets qui est travaillé là aujourd'hui avec les différentes solutions présentées, c'est le sujet de la couche administrative, le sujet de la collecte d'informations, du reporting, l'analyse, etc., qui demande du coup au Conseil agricole du coup, voilà, de lever ces différents freins. Euh, Moi, j'aime bien résumer ça. Souvent, l'enjeu qu'on a ici aujourd'hui, c'est comment est-ce qu'on arrive à justement, quand on parle de numérique et d'agroécologie, c'est comment est-ce qu'on met le silicium au service du carbone. Voilà, on est passé d'une ère où on a beaucoup mis en avant justement les startups, le silicium, la télé numérique, etc. Donc, c'est comment est-ce qu'on arrive à le rendre vraiment utile dans les champs. Aujourd'hui, on va vous présenter différentes solutions du coup, qui vont essayer de répondre et de lever un certain nombre de ces freins. Moi, je vais vous présenter du coup rapidement ce qu'on fait chez nous, chez Symbiose. Donc, chez Symbiose, nous, on se définit comme l'infrastructure tech de la transition agricole. Donc, très concrètement, hein, c'est une plateforme triface, une interface pour chaque acteur avec lequel on travaille, qui va essayer du coup, de simplifier la démarche de cet acteur-là en lien avec la transition agricole, qui va en fait centraliser les données ESG au niveau de l'exploitation agricole pour finalement derrière fluidifier la collaboration entre l'agriculteur, ses organisations partenaires et les conseillers qui vont venir du coup l'accompagner dans cette transition. Donc très concrètement pour l'agriculteur, ça va être une plateforme qui va l'aider à collecter facilement la donnée, pardon. C'est sur les différentes échelles de la ferme, hein, sur l'échelle de la ferme, à l'échelle de la parcelle. Donc là, il y a plusieurs fonctionnalités qui existent et qui sont possibles. En fait, on va pouvoir, par exemple, prendre en photo un document écrit et du coup, ça se transforme automatiquement en data numérique. On va venir derrière qualifier. On pourra même se brancher à différents outils métiers sur la ferme. On va peut-être pouvoir même bientôt se brancher à des outils métiers comme celui qui développe Colline en ce moment, etc. Donc, voilà, il y a plein de façons de collecter plus facilement cette information. Pour derrière venir l'analyser, pour derrière venir mettre en lien du coup le bon conseiller pour pouvoir l'aider à formuler des recommandations pertinentes pour ensuite l'aider à tracer un plan de transition qui soit adapté, soit à l'échelle, encore une fois, de l'exploitation agricole, soit à l'échelle de la production. Ça, c'est toujours un sujet important, c'est de finalement dissocier ces deux sujets qui sont évidemment tout à fait complémentaires. Donc, évidemment, à l'échelle de la production, c'est ce qu'on connaît bien dans le monde agricole, hein, c'est de la filière technique. Là où l'échelle de l'exploitation agricole, c'est un peu moins reconnu en tout cas aujourd'hui. Il y a pas mal de conseillers autour des agriculteurs qui commencent à s'y pencher, notamment au sein des coopératives, voilà, il y a vraiment un accompagnement plus systémique, mais aussi des experts comptables qui s'intéressent, etc. Et derrière, ben, en fait, quand on trace un plan de transition, c'est derrière venir identifier les bons partenaires, les bons financements pour pouvoir aider à la mise en œuvre du coup, de ces plans qu'on a mis en place. Euh, Toutes les organisations partenaires, là pareil, l'idée c'est que le numérique va pouvoir aider en fait, à mieux gérer du coup ces programmes, à pouvoir mieux flécher les soutiens, on va dire, aux agriculteurs qui en ont besoin. Donc pour ça, en fait, on va les aider à générer des référentiels de suivi qui soient adaptés du coup aux enjeux de l'organisation. Évidemment, ça va dépendre de chaque typologie d'organisation. Si c'est une coopérative, une banque, etc., elle va pas avoir les mêmes enjeux de suivi, on va dire, de cette transition de l'agriculture régénératrice. On va aider du coup à mettre en place facilement, à déployer facilement cette collecte d'informations au sein du coup de leur réseau partenaire, avec des outils justement d'invitation des agriculteurs sur la plateforme, de pouvoir suivre l'avancement dans la collecte des données, etc. On va pouvoir derrière avoir un tableau de bord sur lequel on va pouvoir suivre de façon individuelle ou consolider la vision du coup de mon réseau d'agriculteurs. Et on va pouvoir derrière leur flécher, en fonction, pareil, encore une fois, chacun avec ses propres outils de soutien, des solutions de soutien adaptées, que ce soit du financement, par exemple, si c'est une banque, c'est des prêts à taux bonifié, si c'est une filière, c'est des chèques, des primes. Chacun a ses propres leviers de soutien. Et puis, du coup, le dernier sujet, je remets pareil toujours un peu en perspective, mais je pense que c'est important d'avoir la vue générale. Donc, nous, actuellement, chez Symbiose, on travaille principalement, enfin, on travaille pour l'instant que d'ailleurs avec des conseillers indépendants, c'est un conseiller, mais dans un cadre un peu différent. Et donc là, l'idée pour eux, c'est finalement comment est-ce qu'on arrive à mettre en lien ces conseillers indépendants avec des exploitations agricoles qui sont généralement plutôt des PME. Et donc, pour ça, nous, ce qu'on leur propose, du coup, ce qu'on vous propose, c'est la visibilité déjà, c'est du coup pouvoir mettre facilement, de vous rendre visible. Du coup, on vient vous identifier, on vient vous former et on vient vous qualifier pour qu'on puisse derrière vous présenter aux exploitations qui ont besoin du coup de vos services et de votre expertise. On permet aussi du coup d'assurer une garantie de paiement finalement. C'est-à-dire que c'est nous qui prenons le risque vis-à-vis du paiement et du coup les relances, etc. Auprès des exploitations agricoles. Et on va derrière fournir de l'assistance, on va mettre en lien du coup tout notre réseau de conseillers pour que finalement vous ne soyez jamais seul vis-à-vis du coup
du coup, vos accompagnements, parce qu'évidemment, des fois, ça mobilise des expertises qu'on n'a pas sur tel ou tel sujet. Donc, voilà, qu'on puisse faire partie de cette expertise-là complémentaire et du coup, que vous puissiez embrasser cette complexité qu'on a vue là précédemment. Donc voilà, donc on voit que finalement, en fait, sans le numérique, on arriverait à, à pas du tout lever l'ensemble de ces sujets. Voilà, on aurait nous essayé d'en résoudre une partie. Nous, on aura évidemment ambition dans les prochaines années encore un peu plus loin, notamment sur les conseillers, justement, de pouvoir leur mettre à disposition notamment tous les outils métiers qui peuvent les aider à plus facilement délivrer de la valeur auprès de leurs agriculteurs. Alors, il y a pas mal de choses qui peuvent être faites sur chaque typologie d'acteur, mais en tout cas, c'est ce qu'on fait déjà chez Symbio aujourd'hui. Merci Kevin. J'ai une petite question. Dans le réseau de conseillers avec lequel tu travailles aujourd'hui, c'est quoi les compétences que tu cherches à développer en premier quand tu veux les onboarder sur de l'accompagnement à la transition pour les agriculteurs? Euh, Plusieurs points. Du coup, comme vous le disiez, on a cette double approche toujours à l'échelle de l'exploitation agricole ou à l'échelle de la production. Euh, donc, finalement, c'est déjà ces deux sujets. C'est ce que le conseiller a l'envie et la capacité à pouvoir accompagner tel ou tel axe, on va dire, de la transition d'une exploitation agricole. Euh, donc, ça, c'est un premier point. Après, évidemment, je suis de l'expertise en fonction de la production. Un expert viticole va pouvoir accompagner l'exploitation en culture, etc. Ça, c'est les premiers points. Et puis peut-être un autre sujet qui nous est cher, nous, chez Symbiose, c'est là aussi la capacité justement à accompagner, à être vraiment dans l'accompagnement et donc du coup finalement dans le côté, on va dire, plutôt soft skills, donc justement dans l'écoute, dans la façon de formuler ses recommandations, etc. Donc voilà. Et puis aussi ce sujet-là de pas simplement avoir la technicité, on va dire, scientifique, technique, dans la connaissance des solutions, etc., mais aussi finalement la capacité à accompagner l'humain, du coup l'exploitante agricole. Ça fait. Super. Merci Kevin. Merci pour le cadre posé. Donc, moi, je retiens en synthèse que les outils numériques, c'est une opportunité à différentes étapes des démarches de transition. C'est une opportunité pour le conseiller de faire évoluer son rôle et de l'adapter aux enjeux de transition. Maintenant, qu'est-ce que ça donne sur le terrain aujourd'hui? Et pour ça, je vais m'adresser à Lucille. Lucille, tu es conseillère indépendante en région Occitanie. Tu accompagnes des vignerons essentiellement sur 2000 hectares, si j'ai bien compris. Euh, Deux questions pour toi. Quelles sont les attentes des vignerons et vigneronnes que tu accompagnes vis-à-vis de leurs conseillères, donc, et comment tu utilises les outils numériques dans ton quotidien? Bonjour à tout le monde. Du coup, juste une petite précision. Donc, j'accompagne des vignerons, mais aussi des exploitations en grande culture. Mais on va se focaliser plus précisément, effectivement, sur la partie viticole, puisque l'outil que je vais présenter, l'outil numérique que j'utilise, concerne la vigne. Donc, les attentes de mes clients, toute production confondue, c'est d'abord de la neutralité dans le conseil. Parce qu'aujourd'hui, il y a un gros enjeu en fait sur recréer, enfin retrouver en fait ou conserver en tout cas des marges positives sur l'ensemble des cultures, y compris la vigne. Et pour ça, ça passe par une optimisation des intrants qui sont de plus en plus coûteux. Et du coup, l'idée de faire appel à du conseil indépendant, c'est d'avoir voilà, cette neutralité du conseil et cet esprit critique par rapport au fait de mettre ou de ne pas mettre en fonction, voilà, soit des intrants chimiques, soit des intrants même enfin, des engrais ou des phytos. Voilà, c'est avant tout la neutralité, la technicité aussi, parce que du coup, l'idée c'est de se focaliser sur moi, mon métier, c'est en fait je ne vends que du conseil, donc j'ai pas de comment dire, j'ai pas de formation commerciale, je suis juste j'ai juste une formation technique, du coup je me concentre davantage sur ça et sur cette effectivement cette approche en fait finalement systémique dont on parlait tout à l'heure quoi. Voilà, que n'aura pas peut-être un conseiller plus un technico-commercial plus spécialisé qui sera là aussi pour vendre sa gamme de produits quoi. Voilà, donc je pense que c'est les deux axes qui sont recherchés principalement par mes clients aujourd'hui. Très bien. Et donc, comment tu utilises les outils numériques? Tu m'évoquais un piège connecté. À quoi ça Voilà. ressemble et Alors moi, comment... je suis assez dans ma pratique de tous les jours. En fait, je suis peu utilisatrice du numérique parce que enfin, je suis née avec, mais mais j'ai pas commencé à travailler avec. Donc du coup, j'étais peu coutumière de ces outils-là. Mhm. Donc en fait, moi, le critère principal sur le choix des outils que j'utilise, c'est la pertinence, le gain de temps et la valeur ajoutée pour l'agriculteur. Voilà, moi, ça m'intéresse pas d'avoir des gadgets qui finalement
me rajoutent une application sur le téléphone, mais qui n'ont pas forcément leur place dans mon quotidien. Donc, en fait, aujourd'hui, pour expliquer, donc la vigne, il y a un ravageur sur la vigne qui s'appelle donc du coup la tordeuse de la grappe, qui est en fait un papillon qui fait 3 générations qui se reproduit donc 3 fois par an. Et la deuxième génération et la troisième génération nous posent problème puisque le papillon pond ses larves en fait sur les baies de raisin et du coup les petites chenilles en fait pénètrent dans la grappe, font des perforations qui d'une part sont dommageables pour la qualité mais sont la porte d'entrée aussi pour des champignons en fait phytophages de la vigne. Donc l'idée c'est et en fait le souci c'est que comme c'est des papillons, ils arrivent en fait avec des vols et ces vols-là ces vols ne sont pas tous les ans au même endroit ni à la même période. Et donc ça veut dire techniquement pour l'agriculteur que il y a des années s'il traite en systématique il va traiter pour rien parce que les vols ne se sont pas posés chez lui et du coup il n'est pas concerné par ce parasite-là. Ça veut dire aussi que un agriculteur sur un certain secteur peut être complètement à côté de la date pertinente de traitement s'il traite toujours à la même date chaque année, parce qu'en fait le vol, comme le vol est dynamique, il se pose pas toujours à la même date sur sa parcelle, quoi. Voilà, donc l'idée c'était de pouvoir surveiller l'arrivée de ces papillons-là. Traditionnellement, elle se fait en fait avec un piège cartonné dans lequel on pose une plaque engluée avec une capsule de phéromones qui va attirer du coup les papillons mâles. Et tous les jours, en fait, on fait un relevé de ces pièges-là pour regarder en fait le nombre d'individus piégés. Et du coup, ça nous donne à la main, on dessinait en fait une courbe de vol. Et le jour où en fait, par exemple, si tous les jours vous piégez 2 papillons et que d'un coup vous piégez 10, puis 10, puis 10, là vous pouvez estimer que vous êtes au pic de vol et du coup planifier votre traitement en fonction de ce pic de vol-là. Et du coup, c'était très, très chronophage. Ça supposait de relever. Alors, soit c'est l'agriculteur qui relève le piège, mais bon, ils ont autre chose à faire et du coup, c'est compliqué. Soit c'est moi, mais du coup, ça me faisait faire beaucoup de kilomètres parce qu'en fait, il faut multiplier les pièges parce que en fonction des secteurs, c'est pas toujours les mêmes périodes de vol. Donc du coup, j'ai trouvé une solution avec cet outil-là qui est en fait un piège, donc sur le même principe que le piège cartonné, sauf que c'est une cabane en fait en plastique en dur, dans laquelle il y a un rouleau de papier adhésif en fait, de bande collante qui en fait se renouvelle tous les jours et qui avance tous les jours, et dans lequel il y a une caméra où il y a une IA intégrée qui tous les jours à la même heure me fait une photo en fait de la bande engluée et qui identifie qui sait reconnaître en fait Eudémis, qui est le papillon de la tordeuse de la grappe, parmi les autres insectes qui se sont collés dessus, quoi. Donc clairement, tous les jours, moi, je peux consulter sur une application le nombre de captures et ça me génère en fait les graphiques que vous avez à côté, c'est-à-dire un graphique du nombre de captures par jour et en fait la prévision du niveau d'alerte en fonction du nombre de papillons piégés tous les jours. Voilà. Et donc ça m'allège énormément parce que du coup, ça m'économise des kilomètres. Ça me permet de poser en fait plus de pièges pardon, que ce que j'aurais fait si j'avais dû poser des pièges cartonnés et aller les relever toutes les semaines. Et ça permet aussi à l'agriculteur en fait la même chose parce que moi je reçois le comptage, mais l'agriculteur chez qui est posé le piège, il a aussi l'application, il a aussi accès à ces données. Donc voilà, on peut gérer ça tous les deux avec les mêmes données sous les yeux sans être forcément à côté. Juste avec un coup de fil, on peut échanger, quoi. Voilà. Donc moi, ça m'a fait gagner pas mal de temps et ça a aussi amélioré la pertinence technique de l'outil, je pense, quoi. Et tu me parlais des coûts associés à cette Ouais, solution voilà. aussi et des opportunités de mutualiser entre. Ouais, c'est ça. En fait, pour moi, aujourd'hui, le seul frein au déploiement de ces techniques-là qui, du coup, vont dans la réduction d'intrants ou au moins l'optimisation de leur positionnement et la pertinence de leur positionnement, pour moi, c'est le coût économique parce qu'un piège comme ça, un piège cartonné, clairement, ça coûte 15 euros. Donc, voilà, zéro frais. Un piège connecté comme ça, c'est 650 euros, voire 690 parce que sans remise. Par piège. Donc en fait, ça veut dire que aujourd'hui, moi je peux l'absorber parce qu'en fait, avec ce piège-là, je le pose dans un secteur où je vais pouvoir conseiller plusieurs agriculteurs. Mais l'idée, si l'agriculteur, c'est un outil qui est accessible aussi pour les agriculteurs en solo. Donc si l'agriculteur, il a une dizaine d'hectares de vignes, forcément 690 euros, sachant qu'un traitement, ça coûte entre 5 et 15 euros en fonction de l'insecticide que vous faites, et que les traitements, il va en faire 2 à 3 par an maximum.
forcément, pour rentabiliser le traitement, il faut que il faut soit le mutualiser à plusieurs. Voilà, c'est la piste que je donnais comme solution et celle que j'ai donnée à mes clients, c'est-à-dire que comme c'est pas la peine de regarder parcelle par parcelle, mais plutôt secteur par secteur, l'idée c'est que quand on a 4, 5 agriculteurs qui ont des vignes dans le même endroit, c'est de le poser à un endroit significatif pour tout le monde et de pouvoir partager la facturation du piège entre tous les agriculteurs. Et là, on commence à retomber, voilà, sur du 150 ou 200 euros, à 15, voilà, à 15 euros ou 20 euros hectare les 3 traitements mutualisés. De suite, on voit que si on les économise ou qu'on les positionne mieux, c'est de suite plus pertinent économiquement, quoi. Mm. Voilà, donc ça c'est pour moi c'est l'enjeu, c'est l'accessibilité financière à ce genre de technologie pour des gens qui ont pas forcément des surfaces énormes qui peuvent se le permettre, quoi. Mm. Et quand on a échangé, il y a un autre point qui m'a interpellé. C'était que tu disais que ces outils étaient potentiellement une opportunité pour toi de te démarquer et de fournir un conseil un peu plus intelligent, un peu plus pertinent. Est-ce que tu peux m'en dire un peu plus? Oui, oui, bon après ça c'est c'est mon avis, mais ben, en fait aujourd'hui il y a quand même beaucoup de systématiques qui est fait, notamment sur la partie insecticide, parce que comme c'est des Mm. molécules qui ne valent pas très cher, en fait l'agriculteur il a tendance à être encouragé à en mettre via des SMS ou des BSV qui aujourd'hui ne sont plus très personnalisés. Enfin, Mm. voilà, en fait, on va faire un conseil. Par exemple, moi, je suis sur le département du Gers. On va recevoir un BSV Gers vigne. Mais en fait, le BSV Gers vigne, il est parfois, il veut rien dire quoi pour certains agriculteurs dans des secteurs où soit qui ne sont pas représentés au moment où le BSV est édité, parce qu'il faut pouvoir siéger au BSV. Soit voilà la coopérative qui a un grand secteur de chalandise et qui va envoyer un SMS mutualisé à tous ses producteurs pour dire attention, le vol il est là, il faut traiter. En fait, l'agriculteur il n'est pas sûr que ça le concerne, quoi. Voilà. Et moi, Mm. clairement, je suis pas dans cette politique-là. Moi, d'autant plus sur les insecticides, on a des gros soucis aujourd'hui de résistance parce que justement, on a systématisé ces traitements qui, pour moi, doivent être juste une solution à l'urgence, quoi. Et en fait, avec cet outil-là, je peux dire à l'agriculteur, ben regarde, j'ai un piège à 5 km de chez toi. Mm. Aujourd'hui, on ne piège pas. Donc, en fait, ne t'affole pas à traiter. Même si ça coûte que 5 euros, ne le mélange pas à ton traitement fongi parce que ça n'a aucun sens. Et en plus de ça, ça va t'attirer sûrement des soucis plus tard, quoi. Voilà. Mm. Et du coup, comme j'ai cet appui-là, l'agriculteur, il dit, OK, ouais, ce conseil-là, il Mm. me paraît plus pertinent que juste le SMS envoyé. Voilà, parce que vu qu'on est dans un contexte quand même agricole qui se tend, l'agriculteur, il sait qu'il n'a pas de marge d'erreur parce que derrière, il faut qu'il fasse son rendement. Donc lui Mm. il est un peu enfin, il est facilement influençable dans la politique de la peur, quoi. Et moi, je suis plutôt là pour dire, attends, alors des fois, voilà, des fois, il n'y a pas de problème avec ça, Mm. mais quand il faut pas, il faut savoir justifier à l'agriculteur que c'est pas forcément la peine et qu'il peut prendre le risque de ne pas traiter, quoi. Hmm. Ok. Non, bah écoute, merci beaucoup. Très intéressant. Moi, je retiens que tu me dis qu'il y a deux conditions nécessaires hein, à l'adoption de ces outils. C'est un gain de temps significatif et une équation économique positive. Le premier point, c'est le problème auquel s'attaque Colline particulièrement de Telia. Donc, sur une conviction très simple, c'est que le problème des outils numériques, c'est l'interface. L'écran, le clavier, la souris, ça marche pas sur le terrain. Donc, Colline, question pour toi. Comment fais-tu en sorte que ces outils numériques s'adaptent aux contraintes de l'agriculture? Ouais, merci Sébastien. En effet, j'ai cofondé Telia. Et nous, l'ambition de Telia, c'est vraiment de repenser l'interface. Nous, les problèmes qu'on résout, donc il y a deux problèmes principaux qu'on résout. C'est la capture de la donnée et son interprétation. Donc, c'est vraiment comment on va mettre l'information dans les systèmes. Et aujourd'hui, il y a évidemment l'explosion de l'IA que tout le monde connaît, mais il y a une sous-niche de l'intelligence artificielle qui est l'IA vocale et qui fait vraiment sens particulièrement dans l'agriculture. Parce que, en fait, quand on y pense, ok, quand on travaille, qu'on soit conseiller ou producteur, qu'on travaille toute la journée dehors, potentiellement avec des gants, qui fait 40 degrés, qu'il y a de la poussière partout, ouvrir un ordinateur, c'est impossible déjà. Mais même utiliser une énième application, Lucie le soulignait, t'as dit un truc genre je veux pas avoir une autre appli, c'est exactement ça. On a bien assez d'applications et pourtant, ce qui fonctionne déjà très bien, c'est les coups de téléphone, c'est les groupes WhatsApp.
les textos, parfois quelques emails à la limite, mais il faut que ce soit hyper rapide et facile à utiliser sur le terrain. Donc voilà, nous, c'est vraiment ça notre conviction. Utiliser un logiciel agricole, ça devrait être aussi simple que de passer un coup de fil, que d'utiliser les canaux de communication qui fonctionnent déjà sur le terrain. Donc voilà, nous, c'est vraiment ce problème-là qu'on veut résoudre. Les données terrain, elles se perdent parce que les interfaces sont inadaptées, parce qu'il n'y a pas de réponse technologique satisfaisante. Et nous, on résout ça en transformant chaque appel téléphonique, des notes vocales, des messages terrain en données structurées propres et automatiquement. Donc voilà, aujourd'hui on travaille avec des responsables d'exploitation, avec des agronomes, des techniciens de COP. Et donc très concrètement, comment utiliser Telia? Nous on veut vraiment s'adapter au métier et ne pas forcer l'utilisateur dans un schéma précis. On ne veut pas les faire utiliser encore une autre application. Donc, nous, notre conviction, c'est vraiment de donner Telia. Il faut y penser comme si c'était un assistant qui faisait partie de votre équipe, qui se balade avec vous sur votre siège passager. Euh, on peut lui envoyer, on peut l'appeler au téléphone. Donc même en voiture, par exemple, c'est toujours aujourd'hui un canal que nos utilisateurs adorent. Quand vous appelez Telia, vous avez une vraie conversation. Donc Telia va répondre. Telia connaît toutes vos bases de données et connaît vos données passées. Donc elle a tout votre contexte et donc elle peut être pertinente à la fois pour prendre des notes sur ce que vous venez de voir, mais aussi pour resurfacer des informations passées. Donc globalement, comment ça marche? C'est un vocal. Vous parlez dans n'importe quelle langue. Vous pouvez aussi envoyer des photos, des PDF, des Excel, donc n'importe quel format. Même un Nokia 3310 pourrait appeler Telia, hein. Donc c'est vraiment super facile à utiliser. Un numéro de téléphone sauvé dans les contacts. Et ensuite, Telia va capter toute cette information-là qui est donnée comme vous le donneriez à quelqu'un et le structurer et remplir tous ces formulaires par lesquels, du coup, fonctionnent la plupart des solutions technologiques. Mais c'est Telia, cette fois, qui va remplir ces formulaires-là pour que vous n'ayez pas à le faire. Et enfin, une fois que ces données sont bien structurées et organisées dans des bases de données que vous pouvez aussi personnaliser et customiser, Telia peut interpréter, donc vous accompagner dans la consultation, la création de rapports, d'analyse, de détection de tendances. Euh, voilà, donc aujourd'hui, nous, on a présenté Telia au marché français au début de l'année 2026 au Salon de l'Agriculture. Et d'ailleurs, on travaille avec Occitanum et l'INRAE en ce moment même, où l'INRAE est en train du coup, de mener un projet de recherche sur la capture de données sur le terrain, notamment en viticulture. Donc il y a tout un projet entre Telia et Occitanum, donc financé par la région Occitanie qui, en échange de discussions avec le chercheur de l'INRAE, permet du coup à des techniciens de coop, à des agronomes, à des consultants indépendants, mais aussi à des producteurs viticoles, vignerons, de tester Telia pendant 6 mois. Donc si ça vous intéresse, il reste quelques places, plus beaucoup. Mais il reste quelques places dans ce projet-là. Lucille, je pense que tu pourrais tout à fait t'inscrire dans ce projet-là, si ça t'intéressait. Donc voilà. Moi, je peux faire des démos, évidemment, et on pourra aller plus loin dans les questions avec Sébastien par la suite. Mm. Et petite question là, très concrètement, comment aujourd'hui tu travailles avec le conseiller pour qu'il s'approprie Telia? Ouais. Euh, En gros, il y a un autre point. Donc, Telia, il y a un peu de briques technologiques qu'on apporte. Le premier point, évidemment, c'est l'IA vocale. Donc, ça, j'en ai déjà parlé. Mais l'IA vocale adaptée à l'agriculture, ça, c'est très compliqué parce qu'aujourd'hui, les modèles d'IA, ils travaillent c'est des modèles probabilistes. Donc, il y a plein de mots de l'agriculture qui sont pas du tout probables. Et donc, il faut que Telia sache parler le jargon de l'agriculture pour pouvoir s'adapter au terrain. Donc, ça, c'est le premier point. Mais la deuxième brique, et ça revient plus directement sur ta question, c'est que la plupart des solutions techniques aujourd'hui poussent un peu les producteurs, les conseillers à suivre, tu vois, une trame. Tu dois remplir le formulaire, il faut que ton process rentre dans les cases, et sinon, ben, il faut que tu demandes au logiciel et que le logiciel te développe une autre case, etc. Nous, on a pris le problème à l'envers. Donc au début, quand tu commences avec Telia, tu demandes à Telia de te créer tes bases de données. Donc ça veut dire, tu lui dis, bon, bah voilà, Telia, je suis gardons l'exemple de Lucie par exemple. Je suis consultante indépendant. Je travaille avec des vignerons dans la région Occitanie. Je voudrais utiliser Telia pour prendre des notes pendant mes tours de vigne.
Et donc là, Telia va te générer une base de données avec, par exemple, une première colonne producteur, une deuxième colonne maladie, ravageur, adventice, notes, observations sur, je sais pas, l'état du sol, par exemple. Et Mhm. donc ensuite, tu n'auras plus qu'à appeler Telia quand tu es en train de faire ton tour de vigne, lui envoyer des photos par WhatsApp, par exemple, pour que Telia puisse structurer dans tes bases de données. Donc d'autres cas d'usage peuvent être, donc là j'ai cité le tour de vigne, mais par exemple on parlait aussi des pièges. Ça c'est ultra chronophage, mais typiquement en une photo, Telia peut remplir les tableaux pour le suivi le relevé de pièges. Mais ça peut aussi bien sûr être des suivis de pulvées pour la traça. Ça peut être aussi de suivi de maintenance machine plutôt côté producteur, Mhm. de suivre toutes les feuilles de temps des personnes Mhm. employées pendant les récoltes, par exemple. Donc, tu peux vraiment demander à Telia de te créer tes propres bases de données. Mhm. Ok. Et donc, vous êtes lancé très récemment en France. Est-ce que tu as des chiffres de gain de temps à partager Ouais. pour le travail d'un conseiller au quotidien? Ouais, aujourd'hui on calcule avec un calcul assez savant parce on a essayé d'objectiver vraiment proprement, concrètement en parlant versus en écrivant combien de temps tu gagnais. Donc on a une petite formule mathématique pour rien que sur la partie capture, estimer combien de temps tu gagnes en le faisant en vocal versus en remplissant des formulaires ou en le tapant. Donc on estime aujourd'hui que nos utilisateurs gagnent 4 heures par semaine de gain de temps sur cette partie gestion de données, saisie de données et analyse. Parce que du coup, on n'a pas encore trop parlé, mais sur la partie rapport, tu peux aussi demander à Telia de te dire, bon, bah voilà, est-ce que je suis le vigneron Jean, est-ce que tu peux me faire un rapport pour lui montrer tout ce qu'on a vu dans ses récents tours de vigne sur le mois dernier? Et Telia va reprendre toutes les notes que tu lui as données, donner des photos si tu lui as donné des photos, et te proposer un rapport tout fait en une minute, tu vois. Donc ça, c'est un Ok. gain de temps immense sur la partie communication avec tes producteurs, entre le conseiller et ses producteurs, qui est vraiment non négligeable et qu'on ne compte même pas dans les 4 heures de temps gagné. Ok. Bah, écoute, merci beaucoup pour ton intervention, Colin. Je vais passer la parole à Étienne. Étienne, il est cofondateur de Milpa, et si je dis pas de bêtises, aujourd'hui, Milpa pilote la transition de plus de 70 exploitations vers l'agriculture bio-régénératrice, avec l'ambition de propager votre modèle à grande échelle. Euh, Vous avez aussi, il me semble, développé un outil qui permet de prendre simplement des décisions technico-économiques adaptées aux enjeux des exploitations que vous suivez. Euh, Ma question pour toi, Étienne, c'est pourquoi l'avez-vous mis en place cet outil? Comment ça fonctionne, Milpa? Ouais, merci Sébastien. Alors, rapidement aussi un petit peu redécrire le métier de Milpa. Nous, c'est bien de faire du conseil aux exploitations agricoles, avec la petite particularité de ne, entre guillemets, pas facturer ce conseil de façon fixe et directe, mais de s'engager sur une marge opérationnelle que l'on garantit. Et du coup, Milpa se rémunère uniquement au succès ou paye en cas d'échec. Donc, c'est un peu de redéfinir le métier du conseil en agriculture pour nous, et pour ensuite voilà, déployer un modèle agricole qui est pas le nôtre, hein, qui est une multitude de choses qu'on a souhaité accumuler, agréger, et pour le faire sur du multi-exploitation et à grande échelle, sans être une usine à gaz non plus. Et effectivement, on a dû nous-mêmes créer notre outil. On ne trouvait pas d'outil sur le marché qui était adapté à ce qu'on voulait faire, parce que nous, on relie le conseil à l'économique en permanence. Donc, chaque décision doit être liée à un coût, à un produit ou des potentiels. C'est beaucoup d'agronomie, mais pas que, ou en tout cas de l'agronomie liée à l'économie. Donc, il faut beaucoup de paramètres et avoir une bonne visualisation. Donc, nous, le sujet, il est un peu comme celui qu'a abordé Colline et enfin, même complètement, c'est comment on va venir collecter cette donnée. Donc, nous, l'idée était de simplifier au maximum cette chose. Et notre constat, c'est que aujourd'hui, que ce soit les exploitants agricoles dans clients 1000 pas, que ce soit les prestataires, parce qu'on va avoir des entreprises de travaux agricoles, que ce soit les techniciens internes 1000 pas, etc. Tout le monde a le même outil de travail pour communiquer au quotidien, c'est WhatsApp chez nous. Aujourd'hui, tout passe par WhatsApp et vient intégrer notre outil, vient d'être bien redispatché dans notre outil pour avoir cette donnée au plus proche. Donc, par exemple, ça va être une entreprise de travaux agricoles, un agriculteur qui a fini de semer, on va avoir l'info qui va tomber en direct. On va avoir des photos de suivi
très régulière des parcelles, où on peut faire des historiques de parcelles. On va pouvoir coupler des décisions d'assolement en fonction des précédents, bien évidemment, en fonction des analyses de sol, en fonction des rendements. On va avoir des petits indicateurs comme ça. Bien sûr, il faut qu'on continue d'alimenter ce système, mais plus on l'alimente, plus on devient précis, plus on a des suggestions d'idées aussi qui peuvent sortir. Donc ça fait aussi avancer notre R&D qui est permanente en agriculture. Donc euh, on a besoin de ça. Et le vrai sujet pour nous, c'était la collecte. Donc, passer par des outils déjà existants et après, ensuite, aller le chercher, c'est vraiment aussi ce que Colline développe. Et d'ailleurs, pourquoi pas dans le futur avec des synergies avec Milpa. Mais c'est ça. Et toute donnée qui vient du terrain a une certaine vérité et nous permet vraiment d'avancer et de faire ça. Donc, l'idée, c'était de se dire quel est l'utilisateur, comment l'utilisateur simplement va venir, va pouvoir communiquer ce qu'il est en train de faire, ce qu'il voit et ce qu'il appréhende. Et ensuite, à nous de le retraiter. Mais c'est pas l'inverse. Donc ça, c'est vraiment pourquoi on l'a fait et quel est le constat et ce qui nous permet aujourd'hui de pouvoir piloter un peu plus de 70 exploitations dans toute la France. Même la carte n'est pas tout à fait à jour, mais c'est notre ferme la plus au nord, elle est à Arras, et la plus au sud, elle est en sud de Toulouse. Et puis on va toucher la Bretagne maintenant, et on en a aussi dans l'Est. Et donc on est très très large, et ce qui nous permet aussi parfois d'avoir des choses qu'on voit dans certaines régions, certaines zones, qu'on va pouvoir adapter à des zones où on aurait dit mais jamais ça communique, jamais ça peut faire le même effet et qui peut nous donner des constats assez intéressants sans avoir besoin de faire de la R&D hyper grande échelle ou de lire des études dans chaque département, chaque région, chaque contexte pédoclimatique et de faire avancer de façon très pratico-pratique notre système agricole. Hmm. Ok. Et donc, concrètement, à quoi ressemble l'interface pour l'agriculteur et pour vous? Alors, c'est beaucoup de tableaux de bord, Ok. beaucoup de tableaux de bord et de visualisation, puisque, comme je le disais, l'action, elle se fait surtout par la collecte d'infos qu'on va avoir sur le terrain, donc notamment énormément par WhatsApp. Que ce Ouais. soit photo, changement de statut de parcelle, changement d'assolement, etc. On a aussi des simulateurs, nous, d'assolement qui permettent aux techniciens et leurs agriculteurs avec qui vont suivre un peu jouer avec des assolements futurs, du pourquoi, du comment, Ouais. avec des bloqueurs réglementaires, des bloqueurs de logique, pas plusieurs fois de suite, une saille à la paille, même si on travaille en culture associée, etc. Voilà, avoir une certaine logique qu'on arrive à construire au fur et à mesure, parce qu'on ne part pas de l'existence, et au fur et à mesure, on continue d'agréger. Donc, c'est une plateforme qui est très simple, très épurée, tableau de bord et finalement après des lignes de décision qui se font avec aujourd'hui un accès mobile qui est très simple, qui est plutôt que pour photo, dépôt de documents. Hmm. Pareil pour le chatbot WhatsApp. Et puis après, sinon, tout se passe aujourd'hui sur une appli web, même si demain, on pense que l'appli mobile sera essentielle. Ok. Euh, donc, mais toujours voilà, avec différents canaux d'acquisition de données, parce que différents acteurs, ça peut aller jusqu'au chauffeur de l'entreprise de travaux agricoles, Hmm. qui a un numéro spécifique pour envoyer ses données. Donc, voilà, Hmm. vraiment plein de choses mais concentrées sur l'utilisation, enfin, l'accès utilisateur et quel est le moyen le plus simple de transmettre une donnée. Hmm. Et je fais presque la transition avec Serge pour après, mais d'un point de vue appropriation, comment vous assurez que les techniciens, les agriculteurs adoptent l'outil, le mettent bien en place? Vous avez de la formation, vous avez du suivi, du contrôle? Alors, de formation, pas besoin. Je pense que tout le monde s'est envoyé un message sur WhatsApp aujourd'hui. C'est pas ce qu'il y a de plus Mhm. compliqué. Enfin, surtout dans le monde agricole, on est quand même assez habitué au groupe, etc. WhatsApp. C'est un vrai outil. Mhm. C'est pour ça qu'on l'a choisi aussi, hein. C'est un vrai outil qui est déjà présent dans ce secteur, surtout sur la grande culture, etc. Parce que nous, on ne travaille que sur la grande culture. Euh, Ensuite, en termes de formation, non, parce que c'est assez simple. Et le suivi, on voit tout de suite, nous, en termes d'alerte, quand on a de l'info manquante, qui est pas Mhm. logique, Mhm. et que pour le coup, les techniciens, eux, ils repassent dessus. Et nous, ça nous permet aussi, pour ceux qui ne sont pas toujours sur le terrain et qui sont souvent au bureau, de voir, d'avoir une vision globale de tout ce qui se passe dans les Mhm. exploitations, qui, sans vous faire un suivi derrière tout le temps, on voit aussi beaucoup de choses avec qui peuvent poser des questions. Donc après, c'est des canaux d'échange qui vont se passer au sein de MIPA et qui vont avoir lieu pour qu'on puisse prendre des décisions quand il y a besoin,
Juste Ok. avoir des infos. Tiens, ici, c'est pas cohérent, pourquoi, etc. Sur l'aspect réglementaire, on est 100% en bio, on a beaucoup de contrôles bio, etc. Ça nous permet de fluidifier ces contrôles bio très très facilement parce que c'est beaucoup de documentaires. Et ça, nous, on les a déjà tous réunis au même endroit. C'est pas, je vais ma pochette quelque part, comme ça se fait encore beaucoup en contrôle bio. C'est, on peut faire plusieurs contrôles bio à la suite dans la même journée, en faire une dizaine par jour. Et ce qui fluidifie énormément, et c'est pas à chaque fois 10 déplacements, c'est en une seule fois. Donc on arrive à Hmm. simplifier beaucoup de choses aussi côté administratif et réglementaire pour les agriculteurs. Hmm. Ok. Le tout sans que ce Euh, soit un coût, je le répète. hmm. Ok. Et ça, il y a eu des changements par rapport aux habitudes. Ça fait gagner du temps aux agriculteurs, aux techniciens dans leur métier par rapport à ce qu'ils faisaient avant. Ouais, ça donne plus de place aussi à la réflexion beaucoup très agronomique, même dans la prévision des Ok. travaux, etc. On arrive à être un peu meilleur. Déjà, on est dans Ok. dans la simplification technique aussi, mais et ça donne plus de place à l'observation, Ok. qui nous donne nous beaucoup de richesse dans notre suivi des exploitations et suivi des parcelles et des cultures. Presque un côté jeu dans le suivi, qui est plutôt Hmm. sympathique et parce qu'on sait qu'à la fin on voit une évolution, on peut suivre une parcelle sur plusieurs années en ayant ses photos au même stade, etc. Il y a des choses un peu sympas qui permettent de rajouter du ludique dans la saisie en fait de données qui est pas que réglementaire, qui est aussi de suivi agronomique et qui du coup intéresse beaucoup. Hmm. Ok. Et donc, votre ambition, là, vous êtes à 70 exploitations à terme. Vous êtes à combien? Pour l'instant, on continue il n'y a pas Ouais. vraiment de terme, hein. On continue tant qu'on peut à grandir. Nous, on a un sujet de mutualisation aussi, donc Hmm. plus, on va dire que plus on a l'exploitation, plus on peut pouvoir faire de choses. Nous, ce qui nous amuse et ce qui nous éclate le plus, c'est de faire transitionner les territoires. Donc, Hmm. c'est ce qu'on cherche vraiment à faire et pour aller emmener un maximum d'exploitation dans une exploitation bio et régénérative qui nous intéresse et qui peut permettre de changer pas mal de choses d'un point de vue environnemental, mais aussi de remettre pas mal d'économies positives Hmm. dans les exploitations et de remettre de la rentabilité de façon un peu plus simplifiée que ce qu'on peut penser parfois. Hmm. Ok. Eh ben, écoute, merci beaucoup, Étienne, pour ton intervention. Merci Sébastien. Euh, Tous ces outils-là dont on a entendu parler sont prometteurs. Encore faut-il qu'agriculteurs et conseillers les découvrent et les adoptent. Serge, vous êtes conseiller à la Chambre d'agriculture d'Aveyron. Vous avez une spécialisation sur les questions numériques. Euh, Question pour vous. Comment aidez-vous les agriculteurs et les conseillers à s'approprier les outils numériques? Donc bonjour, merci Sébastien de me passer la parole. Donc moi je vais me présenter rapidement, je suis conseiller numérique donc à la Chambre d'agriculture d'Aveyron. J'ai plusieurs missions et l'une de mes missions effectivement c'est de travailler justement sur l'adoption et la transition numérique dans les exploitations agricoles et aussi d'échanger justement avec les agriculteurs sur le numérique et comment fonctionne ce numérique. Donc, moi j'appelle ça comment dialoguer autour du numérique parce que donc on utilise deux outils ici à la Chambre d'agriculture. Donc, le premier outil, c'est le diagnostic numérique justement qui permet de travailler avec les agriculteurs sur la transition numérique et la maturité numérique de l'exploitation. Donc, je vous présenterai brièvement ce diagnostic. Et on a quand même aussi un deuxième volet, c'est de travailler, d'échanger sur le low-tech et les objets connectés avec le Mobilab, qui a été conçu par la chaire agrotique de Montpellier dans le cadre du projet Occitanum. Donc là, encore une fois, je vous présenterai brièvement le fonctionnement et ce qu'il en ressort. Donc pour le diagnostic numérique, ce qui est important pour nous, c'est donc après, voilà, en échangeant avec les agriculteurs, avec les conseillers, aussi avec les responsables de la Chambre, c'est de se dire, ben voilà, il faut qu'on mobilise les agriculteurs sur cette évolution numérique, à savoir que de toute façon, le numérique, il y en a qui l'utilisent, il y en a qui l'utilisent peu, ils sont très sollicités, ils ne savent pas forcément quelle solution utiliser, donc il y a toujours ces questions-là des agriculteurs
et les conseillers aussi qui me renvoient parfois justement certaines de ces questions. Donc on s'est dit, l'objectif c'est d'essayer de travailler justement pour avoir des repères, pour guider et conseiller ces agriculteurs et de pouvoir travailler donc avec eux. Donc c'est d'avoir un outil permettant d'apprécier donc la maturité numérique, donc avec des questions et avec on va dire des repères assez concrets. Et aussi avoir des critères qui permettent de poser une évaluation et justement par rapport à cette évaluation, d'échanger justement avec l'agriculteur. Donc ça, pour nous, ça a été très important. Il y a aussi une importance, c'est qu'on a travaillé sur la conception justement de cet outil-là à partir de l'approche globale de l'exploitation. Parce que souvent, le numérique, on nous disait, ben voilà, on a une approche très technique, très spécifique sur une difficulté en élevage notamment, tout ça. Donc d'accord, mais le numérique, effectivement, au niveau de l'exploitation dans sa globalité, comment il est utilisé. Et donc, on a utilisé cette approche globale pour définir justement la structuration du diagnostic, qui est une plateforme, donc avec des questions qu'on peut voir justement sur la slide supplémentaire donc, qui suit. Donc, on a établi une plateforme numérique, donc avec des questions, et donc il y a 6 axes, et donc des questions, une dizaine de questions dans chaque axe. Et donc l'agriculteur répond progressivement à toutes ces questions. Et donc, après avoir répondu aux questions, donc il y a un diagramme qui s'est implémenté donc avec le résultat justement du questionnaire. Donc, ce que vous voyez justement dans la slide, c'est effectivement, on a ce diagramme radar avec les 6 axes et où justement, il y a on va dire les difficultés ou en tout cas les points où le numérique n'est pas forcément bien utilisé sur l'exploitation et des points où le numérique est bien valorisé donc, dans certaines situations. Donc, ce diagramme-là nous sert de repère, si vous voulez, pour dialoguer avec l'agriculteur, déjà pour savoir si justement par rapport aux questions, aux réponses données, par rapport aux résultats obtenus, bon, ça lui paraît cohérent. Déjà s'il pensait que le numérique était présent ou pas présent sur son exploitation et tout ça. Donc ça c'est la première chose. Il y a aussi quelques points qui sont recommandations qui sont données et qui nous servent aussi d'appui justement aussi bien pour l'agriculteur et aussi bien pour le conseiller pour échanger justement sur comment commencer cette transition numérique et comment l'avancer justement par rapport aux objectifs de l'agriculteur, par rapport aussi aux priorités qui ressortent au niveau du numérique et de faire des choix qui lui paraissent cohérents, qui ne lui paraissent pas trop difficiles et donc d'engager ces choix donc, d'application du numérique et d'avoir un accompagnement justement sur l'évolution et de voir justement dans l'évolution, est-ce qu'il y a appropriation des outils déjà conseillés, et déjà est-ce qu'il y a achat ou pas, est-ce qu'il y a adoption ou pas, et comment, voilà, est-ce qu'il y a des freins justement sur cette évolution-là. Donc ça, globalement, c'est l'usage du diagnostic et on l'utilise donc avec 2 entrées. Soit une entrée individuelle où là, on va travailler avec un plan d'action et puis on va dire sur 6 mois, 1 an, voire plus, pour apprécier justement cette évolution-là. Et on peut l'utiliser aussi collectivement. Là, c'est plus un outil, on va dire, d'échange au départ entre agriculteurs, une dizaine d'agriculteurs. Donc, qui réalise le diagnostic. On met en commun ces différents diagnostics. Il y a toujours des agriculteurs qui utilisent des outils, qui s'approprient très bien les outils, et il y en a d'autres qui sont un peu rétifs ou qui ont des difficultés. Et l'objectif, justement, c'est d'échanger pour essayer de trouver justement ces clés qui favorisent l'adoption de ces outils-là. Donc ça, c'est par rapport au diagnostic numérique. Donc, je tiens à dire aussi que le diagnostic, en fin de compte, pour l'instant, on l'utilise plutôt collectivement, donc moi avec mes collègues et des groupes d'agriculteurs,
et individuellement, on va commencer à essayer de l'utiliser aussi. Je tiens aussi à dire qu'il est voilà, en cours d'évolution, parce qu'on travaille aussi justement avec la Chambre d'agriculture, la Chambre régionale d'agriculture, et encore une fois, Occitanum pour faire évoluer la plateforme. Donc ça, c'est par rapport au diagnostic. Et donc après, il y a donc aussi le second point, c'est de parler de low-tech et de parler d'objets connectés et d'utiliser justement ce que je vous dis, le Mobilab auprès de groupes d'agriculteurs, encore une fois, pour sensibiliser ces agriculteurs justement aux objets connectés sur l'exploitation. Encore une fois, ils en utilisent très peu. Quelles sont leurs impressions donc sur l'usage et tout ça. Donc ça, c'est une première chose. La seconde chose, c'est de montrer comment fonctionnent ces outils connectés. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a des outils connectés qui sont très sophistiqués. Il y en a qui sont un peu moins sophistiqués, que l'on trouve parfois sur le marché ou qui sont pas sur, voilà, qui pourraient être sur le marché. Et donc, c'est d'expliquer comment fonctionnent ces outils, comment ils sont conçus, de voir justement qu'il y a une certaine, on va dire, simplicité de l'outil et qui peut être élaboré en y rajoutant des fonctionnalités et tout ça, mais de parler de cet outil et ensuite d'échanger sur l'environnement numérique de l'exploitation, encore une fois, et de ces objets connectés qui peuvent être sur l'exploitation. Donc là, on voit donc une photo, par exemple, où on voit la cornadis, et c'est vrai que sur ce principe, il est possible de faire justement des cornadis connectés donc par rapport à l'ouverture-fermeture du cornadis qui envoie un message ouvert ou fermé. Et c'est, on va dire, relativement abordable. Donc, c'est de montrer que ça fonctionne, comment ça se fait et que ça se fait concrètement sur le terrain. Et ensuite, c'est d'échanger avec les agriculteurs pour se dire qui est motivé aussi pour créer justement ses propres outils numériques par rapport à, voilà, à l'environnement numérique donc, qui a été abordé, et le recensement d'outils numériques possibles. Et le dernier point, c'est avec des agriculteurs motivés, donc d'avancer sur de la formation pour de l'autoconception. Donc ça, nous, encore une fois, c'est le chemin que l'on suit pour, voilà, pour parler du numérique et le rendre, on va dire, un peu plus accessible. Merci Serge. J'ai une question. Comment vous identifiez les outils pertinents pour un agriculteur? Quel process de veille, de comparaison des solutions vous mettez en place pour lui conseiller les bonnes solutions? Donc, bah, déjà, moi, effectivement, il y a la veille que moi je réalise justement sur Internet. Il y a aussi la veille que je réalise parfois au contact de certains agriculteurs. Ça, c'est une première chose. Et ensuite, c'est pour le conseil, justement, c'est de connaître justement aussi l'exploitation et son système de fonctionnement. Encore une fois, comme je disais, un système d'exploitation. Sur un système d'exploitation, on peut avoir des agriculteurs qui ont besoin d'une application relativement simple avec quelques fonctionnalités. Ça va leur apporter le nécessaire et la manière de pouvoir avancer sans plus. Et il y a des exploitations ou des exploitants qui ont beaucoup plus d'attentes et qui vont vouloir des applications avec beaucoup plus de fonctionnalités. Et donc, le travail, c'est aussi voilà, d'identifier, on va dire, les besoins et de travailler là-dessus. Et le diagnostic, justement, numérique nous aide aussi à faire ce rapprochement-là et à pouvoir avancer sur le choix des applications par rapport aux priorités. Et il y a quand même un outil qu'on utilise, c'est WikiAgriTech, qui est un outil qui a été conçu par Corentin Leroux et qui, justement, répertorie un grand nombre d'outils numériques qui vont de donc de l'application jusqu'à la robotique. Et justement, avec une
une manière de pouvoir rechercher justement les applications que l'on veut selon les filières, selon les objectifs, selon les finalités, tout ça. Donc, ce qui permet aussi voilà, de sélectionner ou d'avoir une précision sur les outils possibles et utilisables. Eh ben, écoutez, merci beaucoup. Merci Serge. Merci à tous pour vos interventions. On va passer aux questions et réponses. Juste avant ça, en synthèse, hein, ce que je retiens de toutes vos interventions, j'ai pris des notes à la volée, euh, c'est que le déploiement de l'agroécologie, c'est-à-dire vers un modèle d'agriculture plus durable, plus rentable, il exige d'accompagner l'agriculteur. Et dans ce cadre-là, le conseiller joue un rôle central. Et pour aider agriculteurs et conseillers, il y a des études numériques qui vont permettre de faciliter la collecte de données, de faciliter la prise de décision sur le terrain. On a vu plusieurs exemples, avec un vrai gain de temps et un vrai gain économique qu'il faut démontrer aux agriculteurs. Donc le message qu'on veut passer aujourd'hui, c'est ça, il y a une opportunité, allons-y. Euh, je vais passer aux questions-réponses. J'ai vu que plusieurs avaient été posées dans le chat. N'hésitez pas à en rajouter si vous en avez. Je vais les prendre dans l'ordre parce que la première était intéressante. Elle s'adresse à Kevin. Kevin, je lis la question. Pourriez-vous donner des exemples concrets d'indicateurs ou de mesures réalisées? Quels indicateurs produit-on avec Symbiose pour suivre les programmes d'agriculture régénératrice? Lesquels convergent vers des enjeux business et RSE et lesquels ne convergent pas? Je continue. Quels indicateurs standards et quels indicateurs spécifiques de certains dispositifs de Regenag? Ça fait beaucoup de questions. Aléa du direct, bon courage. Ok, on va essayer d'y répondre clairement. Euh, alors justement, il y a toujours un enjeu de quel est le système d'études? Est-ce qu'on étudie la ferme ou la culture, la parcelle? Parce qu'évidemment, le partenaire qui est en face de l'agriculteur, qui va vouloir soutenir pour ses propres enjeux, justement, là on parle d'enjeux business, RSE, voilà, on va pas avoir le même système d'intérêt, on va dire. Notamment, par exemple, un acteur bancaire va plutôt s'intéresser à la ferme, l'entreprise agricole dans son entièreté, là où un acheteur, une filière va plutôt s'intéresser au système de la culture, de la parcelle. Les coopératives s'orientent de plus en plus vers le système ferme, justement, et plus simplement faire du conseil à la parcelle et à la production donnée. Donc déjà, à partir de là, les indicateurs vont varier parce que du coup, le système n'est pas le même. Donc par exemple, ce qui peut intéresser un acteur bancaire, c'est par exemple faire un bilan carbone de l'exploitation agricole, savoir quels sont les carbone et voir finalement est-ce qu'il évolue dans le temps. On peut avoir un sujet de la consommation en eau, on peut avoir plein d'indicateurs différents sur tous les volets de la RSE. Du coup, on parle même de RSE agricole, donc la responsabilité sociétale des exploitations agricoles. Donc, il peut y avoir les impacts, il peut y avoir aussi les risques. Quel est le risque? C'est des indicateurs un peu plus complexes, mais quel est le risque climatique sur ma ferme à horizon 10, 20, etc. 10, 20, 20 ans. Euh, donc voilà, je pense que ça répond à une première partie, c'est du coup des indicateurs concrets. Donc ça peut être en effet, on parlait de JFC à la parcelle, on peut parler de bilan carbone chez l'exploitation agricole. Euh, donc du coup derrière chaque programme va définir quel est son spectre d'études, on va dire. Dans les faits, nous chez Symbiose, on ne crée pas, c'est-à-dire on ne crée pas des indicateurs. Le mot exact était quel indicateur produisez-vous? Nous, on permet aux organisations de choisir leurs indicateurs ou de choisir même leur référentiel, parce que du coup, il y a pas mal d'acteurs qui travaillent justement sur la conception et la réalisation de ces référentiels, le plus souvent qui soit le plus scientifique possible, alors le plus utilisable. Euh, voilà, on peut en citer pas mal. Il y a des cahiers des charges, on va dire, publics, soit il y a des cahiers des charges plus privés. Et derrière, on leur permet aussi du coup de paramétrer, c'est soit s'appuyer sur un référentiel existant, soit venir derrière ajouter des indicateurs complémentaires. Par exemple, on peut se dire un HVE augmenté, par exemple, indicateur HVE, et en plus, on va rajouter des sujets sur la partie sociale, par exemple, de l'exploitation agricole, etc., qui peut intéresser des acteurs de filière, etc. Voilà, je pense que j'ai répondu en partie. Et peut-être un sujet là-dessus, c'est que finalement, ce qui intéresse ces entreprises agricoles, c'est le même sujet qui fonctionne aujourd'hui très bien dans les autres secteurs du secondaire et du tertiaire, à savoir, du coup, on parle beaucoup donc de RSE ou de ESG, donc environnemental, social et de gouvernance. Euh, voilà, il y a toujours un chiffre à savoir, hein, c'est que sur les filières agroalimentaires, la majorité de l'impact vient du champ, donc ils ont vraiment un intérêt fort. Enfin, du coup, par exemple, sur un produit fini, on va dire, la majorité de l'impact vient du champ.
Donc vraiment, ces acteurs ont un intérêt fort à savoir ce qui se passe au niveau du champ pour pouvoir eux-mêmes réduire leur propre impact. Pareil, sur les sujets en ce moment, on vit très fortement sécheresse, canicule, etc. Donc, il suffit vraiment d'approvisionnement, de risque. Donc, du coup, de donner à la base de risque, du coup, ma production d'approvisionnement va pouvoir continuer. Voilà. Ça, derrière, l'idée, c'est de remonter le flux de données, quoi, de la ferme jusqu'à, du coup, le risque plus global pour l'entreprise partenaire. Pour elle, quoi. Merci, Kevin. J'enchaîne avec une autre question sur les données. Donc, tout le monde parle de collecte de centralisation des données. Je vais m'intéresser plus particulièrement à Colline et à Serge. Euh, Colline, dans le cadre de Telia, qui est propriétaire des données que tu Ouais. collectes et comment gagner la confiance des agriculteurs sur ce point? Et Ça, je laisserai Serge compléter. Ouais, c'est une excellente question parce que c'est vraiment un sujet qui est hyper important pour tout le monde dans le milieu agricole. L'agriculture, c'est quand même un secteur ultra stratégique et aujourd'hui, les acteurs de l'IA la sécurité et confidentialité des données, c'est un sujet qui fait quand même très peur à tout le monde. Nous, c'est un point sur lequel on a travaillé dès le début. Pour la petite histoire de Telia, on a lancé Telia aux États-Unis. Donc, nos tout premiers clients qui ont commencé avec Telia l'année dernière, à l'automne en 2025, sont plutôt en Californie. Et on a lancé Telia en Europe cette année. Mais du coup, des deux côtés de l'Atlantique, ce qui est ultra intéressant, c'est que pour le coup, c'est un sujet des deux côtés. Les Américains, ils veulent absolument que leurs données soient aux États-Unis. Mais en même temps, quand on leur dit qu'on est européen, sachant qu'ils connaissent toutes les contraintes qu'on a avec le RGPD, avec la confidentialité des données, et ils savent aussi que les données sont plus sécures en Europe, sont très très contents de faire affaire avec des Français et des Européens. Donc ça, pour le coup, nous, depuis le tout début, on a aussi à cœur de travailler avec des gros acteurs qui nous scrutent d'un point de vue sécurité de données, confidentialité hébergement des données. Donc en gros, on donne la possibilité aux Américains d'avoir leurs données hébergées aux États-Unis, aux Européens d'avoir leurs données hébergées en Europe. Et ensuite, là, on est déjà en train de travailler avec des gros acteurs qui sont plutôt des énormes entreprises qui ont ces enjeux-là, mais fois 10 000, et qui nous demandent du coup d'être vraiment ceinture bretelle sur tous ces sujets. Donc pour le coup, quand on travaille dans l'IA, comment ça marche? On signe des accords de confidentialité avec chacun de nos fournisseurs. Donc, par exemple, chez Telia, on travaille avec une vingtaine de modèles différents. Donc, on a plusieurs fournisseurs de modèles d'IA, mais avec chacun d'entre eux. Et avant de signer avec n'importe quel fournisseur d'intelligence artificielle, nous, on va regarder, ils sont obligés de toute façon, par la loi, de publier exactement où est-ce qu'ils vont stocker les données, est-ce qu'ils les stockent, est-ce qu'ils font juste que les processer, et ensuite, qu'est-ce qu'ils en font. Donc, en fait, on a un contrat avec chacun de nos fournisseurs qu'on a signé, donc on sait exactement, c'est aussi des contrats qui se négocient d'ailleurs, on sait exactement ce que fait chacun de nos fournisseurs. Donc, par exemple, quand c'est des fournisseurs américains, on refuse qu'ils stockent la donnée, donc ils peuvent que la processer, donc ils ne vont jamais stocker la donnée. Donc la donnée est sécurité chez Telia. Et ensuite, avec chacun de nos clients, évidemment, on signe également des contrats très très serrés et très travaillés sur ces sujets-là qui garantissent non seulement la sécurité des données, mais aussi la propriété de ces données. Et les données n'appartiennent que à ceux qui les ont créées. Ça, c'est hyper, hyper important et ça fait partie des principes fondateurs de Telia. Mm. Très bien, merci Colline. Serge, est-ce que vous voulez compléter? Bah, pour compléter, moi en tout cas, et nous, quand on accompagne justement les agriculteurs sur le choix d'outils au numérique, on a une attention justement sur l'hébergement des données. Même si c'est les agriculteurs qui vont poser les questions et qui vont se renseigner sur ce point-là, voilà, on les informe quand même sur ce point-là et pour qu'ils essayent d'avoir le plus d'informations possible et de pouvoir voilà, échanger le mieux possible avec les fournisseurs d'applications et justement par rapport notamment à l'hébergement des données en Europe, quoi. Mm. Très bien, merci. Alors, je vais prendre une autre question. C'est probablement la dernière. Euh, je réponds en live à la question
pour le test de Telia, c'est uniquement la région Occitanie qui est concernée. Colline, est-ce que... Oui, non, pas forcément. Florian, on peut éventuellement, n'hésite pas à me contacter. On peut en discuter. Je sais que j'avais demandé aux personnes qui s'occupent de ce projet-là si c'était OK, et il m'avait dit oui, on peut éventuellement réserver quelques places. Et puis sinon, on peut travailler aussi sur un pilote qui sera pas très cher pour 3 mois par exemple pour réaliser le test. Merci. Bon, ça peut faire office d'une question de conclusion pour tout le monde. Un spectateur anonyme nous demande, avec l'IA et l'automatisation d'une partie de l'analyse, le numérique risque-t-il de déshumaniser le conseil? Euh, Quelle place pour le conseiller dans le conseil numérisé? Lucille, peut-être pour démarrer? Si tu es toujours là. Sinon, je peux demander à Colline pour démarrer et on enchaînera. Ouais, moi j'adore cette question. Je pense que ce sera jamais, enfin c'est évidemment ma réponse première, mais l'IA pour moi c'est surtout que nous on la met vraiment l'interface, c'est l'IA, c'est juste une nouvelle interface de travail. C'est comme si on avait dit ah bah un téléphone ça va déshumaniser la relation humaine. Je pense que c'est pas vrai, c'est juste une nouvelle interface technologique. Je pense que c'est surtout une manière de rendre aussi très attractif et plus attractif qu'il n'était avant le métier d'agriculteur ou même de conseiller. Simplement parce que quand on décide d'être agri ou conseiller, on le fait parce qu'on a envie d'être dehors, qu'on a envie d'être dans son champ, qu'on a envie de faire de l'agronomie et de regarder ce qui se passe concrètement sur le terrain. Pas pour rester derrière un ordinateur. Et l'IA, c'est enfin une solution pour s'augmenter, pour s'accélérer et pour enfin faire ce dans quoi on est bon et ce pourquoi on est fait, c'est-à-dire de travailler avec les gens, de travailler sur sa relation humaine et tout ce qui est travail administratif, tout ce qui est paperasse, création de rapports, etc., et capture de données, analyse, tout ce qui doit se faire aujourd'hui derrière un ordinateur. Pour moi, l'IA, c'est enfin une nouvelle interface, une nouvelle méthode de travail qui permet de remettre justement l'humain au centre du conseil. Pour moi, c'est vraiment ça qui compte aujourd'hui. Je pense qu'on ne remplacera jamais la relation de s'asseoir autour d'une bonne bière ou d'un déjeuner. C'est pas demain qu'on pourra faire ça avec ChatGPT. Merci Colline. Est-ce que un autre intervenant veut répondre à cette question? Sinon, je rends la parole à Hélène. On va rendre la parole à Hélène. On rend la parole à Hélène. Voilà. Bah, merci en tout cas, merci Sébastien pour l'animation et merci à tous les intervenants. Nous du coup, on se donne rendez-vous donc pour le prochain rendez-vous, ce sera la journée terrain agroécologie et numérique qui aura lieu le mardi 29 septembre. Donc vous pouvez déjà bloquer votre journée si vous êtes en Occitanie puisqu'elle aura lieu à proximité de Toulouse. Le but c'est vraiment de partir sur une matinée d'échanges participatifs, des moments de rencontres et de réseautage avec donc les différentes pauses et ensuite un après-midi plus focalisé démo. Vous serez très rapidement informés dans les 2 prochaines semaines du programme, du lieu, etc. Et nous, donc, on vous donne rendez-vous le 29 septembre. Un dernier petit mot, je te laisse Sébastien passer la slide suivante pour remercier tous nos partenaires et tous les adhérents. Grâce à qui ce parcours a vu le jour et en tout cas peut continuer. Et merci à vous tous de l'intérêt que vous y avez porté. Co-Farming, on est un collectif d'acteurs engagés dans le développement de solutions durables pour les agriculteurs. Je vais vous mettre nos coordonnées à Margot et moi. Donc, n'hésitez pas à nous contacter si vous souhaitez échanger avec nous. Et on se donne rendez-vous le 29 septembre prochain. Merci pour Très belle l'organisation. été à tous. Merci beaucoup. Merci à beaucoup à tous. tous. Au Bel revoir. été, bonne journée. Bonne journée à tous. Merci.